Alors Nicolas Bourriaud, bonjour. Bonjour. Alors quand on tape votre nom sur internet, sur la page d'accueil, on ne voit que vous. Des sites vous sont consacrés, sur les 10 pages internet il n'y a que vous. Est-ce que vous sentez pas un peu rockstar quelque part? Non, à vrai dire pas du tout. Mais bon, donc tout simplement à partir du moment où on travaille depuis suffisamment longtemps, qu'on est inscrit dans un réseau international, qu'on a des activités comme les miennes, c'est un peu logique en fait qu'il y ait des références. Puisque j'ai écrit des bouquins et que j'ai monté des expositions, donc tout ça est finalement assez banal. Assez banal, vous le jugez banal, eh bien très bien. Alors je sais que vous portez un certain regard sur la question de l'identité. Quel est-il en 2 mots? En fait, je pense que l'identité, c'est aujourd'hui un faux problème. Le XXe siècle a été le siècle de la radicalité, du radical. Et le radical, ça veut dire qui appartient à ses racines. Ça, c'est le XXe siècle pour moi. Le XXIe siècle, c'est un siècle qui sera un siècle de racines flottantes. Un siècle que j'appelle radicant. Un radicant, c'est un organisme qui fait pousser ses racines au fur et à mesure qu'il avance. Et je pense que c'est ça ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Pourquoi il y a telle crispation identitaire? C'est parce que tout le monde sent confusément que ce qu'on appelait jadis les racines, l'identité, l'origine, tout ça c'est en train de disparaître. Et l'individu du XXIe siècle est un individu qui a des racines composites, qui fait pousser ses racines littéralement au fur et à mesure qu'il avance. Ensuite, il y a des gens qui avancent plus loin que d'autres. Il y a des gens qui... Mais en même temps, c'est aussi une forme de pensée issue de l'immigration et du nomadisme contemporain. Et je crois qu'on ne peut pas nier ce type d'évolution. Et est-ce que votre théorie peut aboutir à une solution sociale? Non, une solution philosophique, je dirais. C'est-à-dire qu'il s'agit d'accepter le fait, aujourd'hui, que nos racines sont mobiles, que nos racines, on les transporte avec nous, en fait. Il faut que tout le monde l'accepte, ça. Que l'acceptent ceux qui peuvent l'accepter. Ceux qui ne peuvent pas l'accepter tombent dans l'intégrisme, dans le nationalisme, dans les crispations identitaires, avec les résultats qu'on sait. D'accord. Et vous, qui êtes-vous? Et moi, je suis, je crois, assez nomade. C'est sûr, je voyage beaucoup. J'ai la chance de pouvoir évoluer dans un paysage assez mobile, et je crois que ça fait évoluer aussi peut-être davantage ma pensée que si je restais effectivement fixé à un point du globe. D'accord. Alors on va parler un petit peu du Palais de Tokyo que vous avez cofondé avec Jérôme Sans. Aujourd'hui, cette année d'ailleurs, vous l'avez délégué à Marc-Olivier Valère, oui. C'est ça? Alors est-ce que c'est pas un petit déchirement pour vous, vous qui avez quand même mené ce projet? Donc vous savez, on élève des enfants pour qu'ils vous quittent un jour ou l'autre. C'est exactement la même chose. Le fait est qu'on savait dès le départ, et on voulait dès le départ, que ce lieu soit réactivé par d'autres visions de l'art, par d'autres manières de fonctionner. Donc on a réussi à pérenniser un endroit qui au départ n'était pas voué forcément à être pérenne. Donc notre mission accomplie, les structures montées, le projet accepté et le lieu installé dans le paysage des institutions parisiennes. Je crois que c'était le temps et c'était le moment de passer à une deuxième étape. Vous êtes très fier de votre construction, de votre co-construction avec Jérôme Sans. Bien sûr, ouais, tout à fait. Ouais. Et donc, est-ce que le nouveau directeur, justement, remplit ses fonctions? Le nouveau directeur, on a participé à son choix, en fait, avec le ministère et des personnalités indépendantes. Ce qui est important, c'est qu'il apporte un souffle extérieur aussi, puisqu'il est suisse, vivant à New York jusque-là, donc il apporte sa sensibilité, un regard différent sur la scène française et internationale. D'accord. Alors on va parler de la Nuit Blanche maintenant, évidemment. Hein. Alors moi, la question que je me suis posée d'abord, c'est comment vous en êtes arrivé là? Comment vous êtes arrivé à être associé à ce projet qui date déjà depuis 5 ans? Ça fait quand même 5 ans que la Nuit Blanche existe. Non, mais chaque année, il y a un nouveau commissaire, en fait. Et je dirais que c'est une suite logique du Palais de Tokyo, puisque ce qu'on a essayé de faire avec ce lieu, c'est de faciliter, de décomplexer l'accès à l'art contemporain pour un plus grand nombre et pour un public plus large, avec un effort fait sur la médiation, avec des notes de bas de page assez importantes sur les œuvres. Donc, ce qui fait que le Palais de Tokyo est devenu, en fait, en 4 ans, le centre d'art le plus visité en Europe. Donc c'était tout à fait logique pour nous de monter ce projet, cette édition 2006 donc de la Nuit Blanche, dans la mesure où c'est un plus grand terrain de jeu encore, c'est Paris, un public plus large encore, et une intégration des œuvres dans la vie et dans les quartiers de Paris. Alors vous parlez d'un public plus large encore, mais c'est
très marrant parce que vous aviez tenu un colloque en 2004, hein, j'ai bien lu tout ce que vous aviez fait. Vous vous posiez la question, l'art contemporain peut-il être populaire? Et dans la question même, on sent qu'il pourrait y avoir réponse par la négative. Peut-il être populaire? Alors est-ce que la Nuit Blanche pourrait être faire populaire est populaire? Ou ça on le l'art sait, contemporain peut populaire. rendre l'art contemporain plus populaire encore? Non. Il ne s'agit pas de popularité, parce que la popularité est toujours basée sur un malentendu. Le populaire, par définition, c'est forcément une sorte de malentendu, et c'est même pas très sain. L'art n'a pas vocation à être populaire, il n'a pas vocation à créer un consensus, mais au contraire à créer du dissensus et de la réflexion, et un choc émotif, esthétique, qui va faire qu'on va se poser des questions et qu'on va regarder le monde différemment. Donc il n'y a pas de popularité possible, puisque par définition, l'art a toujours été le caillou dans la chaussure, ce qui dérange. En revanche, permettre au plus grand nombre d'accéder à cette expérience-là, oui, mais c'est pas la même chose qu'être populaire. Vous voyez, vous parlez d'expérience en fait, l'expérience de l'art et celle aussi de l'art contemporain. Oui, il faut faire en sorte que le maximum de gens puissent accéder à cette expérience, mais cette expérience, par définition, elle est vécue par un seul. Vous savez, les médias de masse sont reçus par des millions et des millions de gens. En fait. Donc on va au plus petit dénominateur commun, systématiquement. L'art contemporain, l'art de tous les temps, c'est exactement le contraire. Il n'y a pas de plus petit dénominateur commun. C'est l'individu qui s'exprime de la manière la plus pointue, la plus aiguë possible, et donc ne cherche pas le consensus. De ce point de vue-là, l'art contemporain, ni aucun art d'aucun temps ne sera jamais populaire, à moins d'être mauvais. Et alors, votre collaboration encore, une nouvelle collaboration avec Jérôme Sans, votre ami, pour la Nuit Blanche. Alors comment ça se passe? Comme on a fait monter ensemble le Palais de Tokyo, on a réalisé la Biennale de Lyon en 2005, et la Nuit Blanche pour nous c'est un petit peu la conclusion logique en fait, et une sorte d'apothéose de notre collaboration. Conclusion, vous avez parlé de conclusion, oui, c'est-à-dire que ça marque la fin de votre collaboration. Oui, on s'est retrouvés en fait sur un projet spécifique, c'était le projet de monter un centre d'art à Paris. On a poursuivi dans une exposition qui était la Biennale de Lyon. On le finit en fait sur, disons, une sorte de suite logique et de conclusion logique en fait d'une collaboration qui aura eu pour fil conducteur de décomplexer le rapport public à l'art contemporain, et je pense que c'est une bonne coda. Et alors l'organisation de la Nuit Blanche, ça vous a pris combien de temps? Une année entière? Non, on a été nommé fin janvier, en fait c'est assez peu de temps en fait à vrai dire, mais bon, un temps suffisant en tout cas pour faire l'édition 2006 qui sera je pense de qualité. De qualité, donc vous pensez que vous laisserez une trace, une patte, Nicolas Bourriaud dans cette Nuit Blanche? Je pense que notre vision pour cette édition 2006 était une vision, on voulait revenir à l'ADN en fait, de la Nuit Blanche, c'est-à-dire faire vraiment une exposition d'art contemporain, de travailler non pas sur des itinéraires et des coulées comme ça a été le cas lors d'éditions précédentes, mais sur des quartiers en fait. Donc par exemple, la Goutte d'Or va être transformée entièrement en sorte de centre d'art contemporain à ciel ouvert pendant la durée de l'exposition, pendant la durée de la nuit. Beaugrenelle va être aussi envahi par une sorte de rêve warholien. Donc on a travaillé sur des lieux comme ça, des spots très précis qui expriment le Paris d'aujourd'hui et le métissage culturel qui existe dans Paris aujourd'hui. Et voilà, ce sera notre contribution en fait à l'histoire de la Nuit Blanche. Vous parlez du Paris d'aujourd'hui. C'est quoi votre vision du Paris aujourd'hui? C'est un Paris qui est métisse, multiculturel, et qui est constitué de plusieurs strates. La Goutte d'Or d'un côté, le quartier de la BNF de l'autre, le gymnase Carpentier en fait qui est une enclave totalement en dehors de Paris, même si elle est inscrite dans Paris, boulevard Masséna, et Beaugrenelle qui est une sorte de rêve pompidolien. Donc c'est des fragments en fait, c'est un kaléidoscope. Et la banlieue, qu'est-ce que vous en faites? C'est pas dans notre mission. C'est pas dans votre mission. Mais il y a beaucoup d'événements Nuit Blanche qui se passent en banlieue, de Versailles jusqu'à je sais plus, il y a plusieurs communes en fait qui... Tout un tas. Alors, vous faites beaucoup de choses, plein de choses. Comment vous faites pour au final mener à bien autant de projets qui sont toujours une apothéose aussi? Comment vous faites? Il faut être un surhomme. Je ne sais pas. Ça se fait souvent dans la douleur et dans la difficulté, et dans le désordre. Parfois pas. Ça dépend. Mais, chaque projet implique de monter une sorte de petite entreprise mentale qui va jusqu'au bout de ses possibilités. Et vous y parvenez toujours?
Jusque-là, oui, je touche du bois, je ne sais pas s'il y en a. Voilà. Et si un jour vous ne parvenez plus à mener à bien un projet qui vous tenait à cœur, quelle réaction Ça m'est déjà arrivé d'avoir des projets qui ont été abandonnés en cours de route, bien sûr. Déchirement. Ça arrive à tout le monde. Non, parce que dans la totalité des projets, Dieu merci, il y en a suffisamment qui se réalisent pour qu'on n'ait pas le temps de penser à ceux qui ne se réalisent pas. Et vos projets à venir? Je suis en train de travailler sur la première fondation privée d'art contemporain dans l'Est européen, en fait, parce que je suis en train de constituer la collection pour une fondation privée ukrainienne qui s'appelle la fondation Victor Pinchuk, qui vient d'inaugurer il y a 15 jours, en fait. Donc là, ma tâche consiste à constituer la collection et à l'enrichir, en fait, des œuvres du XXIe siècle, donc de notre époque. Et voilà, c'est ce à quoi je vais m'attacher dans les mois à venir. Dans les mois à venir et dans les années à venir, vous avez des projets sur le long terme? Je ne vois pas si loin que ça. Je suis en train de finir un nouvel essai par ailleurs, donc voilà, ces choses-là en fait se répondent. Nicolas Bourriaud, merci. Merci. Et puis bonne continuation. Merci beaucoup.